la question, donc, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est pas est-ce que Limoges un jour connaîtra 50 degrés, c'est quand. C'est une certitude, il y aura 50 degrés à Limoges un jour. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission consacrée à la canicule et au dérèglement climatique en Limousin. On est avec Nicolas Picard de l'association Transition Limousine. Ce podcast est toujours disponible en audio, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à écouter la première partie, dispo sur la chaîne. Et pour nous soutenir, c'est sur mediaonestla.fr. Bonne écoute. Est-ce que Transition Limousine se place dans une démarche de post-société de consommation ou propose des mesures pour garder la société de consommation? Est-ce qu'on reste dans le capitalisme ou pas, en fait, tout bêtement Alors, c'est pas un sujet qui est traité en tant que tel à la Transition Limousine, pour la bonne et simple raison que j'aurais tendance à vous poser la question, c'est quoi votre définition du capitalisme ? L'idée d'être dans une économie de marché, quoi, où en fait tout doit être dans cette logique de rentabilité. Tu parlais du coup des pertes, de ce que ça coûte de s'adapter, de ce que ça coûte d'isoler son logement. On pourrait imaginer qu'en fait c'est assuré par la collectivité, qu'on considère que de toute façon on en a besoin, qu'il faut le faire et donc on y met les moyens et on se pose plus la question. Moi je dirais plus loin, en fait c'est donc c'est évoqué plus ou moins succinctement, mais c'est le renoncement en fait, c'est se dire que là par exemple on tourne une vidéo, dans 50 ans on pourra, moi disons je serais beaucoup plus loin dans ma vision, okay. Quoi. Ouais, les renoncements qu'on peut faire. Alors, il y a plusieurs questions que je vais essayer de peut-être essayer de reprendre un peu dans les éléments. Moi, quand j'entends capitalisme, j'entends l'élément de se dire détention à titre privé de moyens de production. Oui. Ok. Moi, c'est ce que je dirais ça. Du coup, c'est ce que je verrais. Donc moi, pour moi, je sais pas, un paysan boulanger, c'est un capitaliste. Il détient des terres et il a un four. Voilà. Bon, est-ce que c'est bien, c'est mal, je sais pas. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, notre société surconsomme des ressources naturelles et je dirais même aussi, c'est pas très joli comme terme, mais des ressources sociales? La réponse est clairement oui. Oui. Il n'y a pas de discussion et on l'a documenté. Clairement, nous entamons notre capital naturel, donc j'entends de biodiversité, du vivant, et en l'occurrence climatique, et social, pour assurer aujourd'hui le bien de certains individus. Donc, est-ce que oui ou non, il y a des renoncements à faire? Je vais être un peu taquin. En fait, il n'y aura pas de choix. Oui. Je vous donne un exemple très concret aujourd'hui. Je vous donne un exemple très concret. La sécheresse, on va dire qu'on a une sécheresse historique en Limousin en ce moment, présentement, au moment où on tourne cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Arrêté préfectoral. Donc, hiérarchie des usages, de fait, facto. Vous arrêtez de potager, faut arroser entre telle heure et telle heure, vous ne faites plus de lavage de voirie et vous ne lavez plus vos voitures. Dans le même temps, il y a des acteurs économiques qui aujourd'hui vivent de ça, de laver les voitures, les car wash, les machins, les trucs comme ça, les stations de lavage. Ils se retrouvent avec un couperet qui tombe, on dit on ne fait plus. C'est un arbitrage très clair. Question, est-ce que ces acteurs, ils ont anticipé suffisamment le problème? Certains oui, ont occasionné des transformations, mais certains vont dire on a utilisé la technique, on a pensé à tout faire du réusage de l'eau, etc. Ouais, super. Mais est-ce qu'on a pensé à un moment donné de se dire juste que cet élément-là n'est plus acceptable socialement quand on est en tension hydrique? Est-ce que de laver sa voiture n'est peut-être plus une considération? En fait, cette question-là, elle va se poser, certes, pour laver sa voiture, et je prends ce cas-là parce qu'il est consensuel. Consensuel, et encore que, je ne suis pas sûr que ça soit si consensuel. Parce qu'après, on va dire, oui, mais s'il lave la voiture à domicile, ça consomme plus d'eau. Et oui, très bien. Mais pour autant, il lave pas la voiture. Il lave pas la voiture, ça peut occasionner des problèmes de maintenance. Oui, il y a sûrement des endroits où il faut nettoyer les véhicules parce que c'est important pour des raisons de maintenance, etc. Il y aura toujours des raisons de maintenir les choses. Quoi. Oui, comme il y a des raisons d'avoir des fossiles, comme il y a des raisons d'avoir certains accès, comme il y a besoin encore d'aviation sur certains sujets, évidemment, d'accord. Mais c'est ces choix-là qu'il faut faire collectivement et qu'on doit débattre. Et aujourd'hui, c'est pas débattu. Et à Transition Limousine, on a documenté quelque chose, et vous pouvez regarder au milieu du livret. À la page 26, on a utilisé une méthodologie de l'Institut de l'économie pour le climat qui permet de montrer qu'il y a des dépenses d'investissement sur notre territoire qui aujourd'hui ne sont pas alignées avec les enjeux de la transition. Et qui montre que... Les dépenses d'investissement, donc ça veut dire le département, la métropole, la ville qui finance des structures qui du coup sont pas du tout calibrées par rapport aux besoins. Qui sont pas forcément... Alors des besoins, attention, quel type de besoins? Besoins par rapport au réchauffement climatique, je veux dire. Qui nous fait sortir de la trajectoire, climatique. Ces dépenses-là, d'après une méthode de l'État, l'État s'appuie sur l'Institut de l'économie pour le climat pour regarder si les dépenses sont vertes ou brunes. Voilà. On sait qu'elles vont nous faire sortir de la trajectoire. Donc on en a listé plusieurs.
là-dessus. Donc ça permet de comprendre un petit peu plus finement l'intrication des deux. Donc pour revenir à la question, si je viens un peu plus sur ce point-là, oui, il y aura des renoncements. Et aujourd'hui, c'est le sujet qui doit être adressé prioritairement. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Transition Limousine. Ok, ouais. On essaie d'aménager sur la base de diagnostic, c'est de se dire, OK, voici l'état du territoire, et concrètement, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et de se dire où on va et où on s'oriente, et qu'est-ce qui serait le plus pertinent à faire. Et ce qu'on croit, c'est qu'on essaye d'influencer publiquement et médiatiquement ces sujets-là, et du coup, merci pour la présence, parce que c'est aussi une manière de communiquer sur nos travaux, mais on n'est pas naïf pour autant. On sait très bien que notre travail s'inscrit sur un temps long, et que ce qu'on se dit, c'est que probablement à un moment donné, quand ça va être très tendu, on se dira, bah tiens, il y a peut-être des gens qui ont bossé sur le sujet en amont, qui ont créé un consensus et cranté un consensus auprès de plusieurs citoyens et plusieurs associations représentatives ou structures ou syndicats, et qui vont dire, ah, en fait, c'est peut-être pas si con de regarder un petit peu ce qu'ils ont fait. Et peut-être que là, on aura peut-être des basculements sur certains sujets, et aussi d'essayer à l'échelle locale d'empouvoirer, d'aider certains acteurs à prendre des directions un peu différentes. Voilà, c'est ça un peu notre réflexion aujourd'hui. Ouais, tu parlais de prendre des décisions collectivement. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de soulever aussi un peu les gens, de créer une sorte de grande révolte, dans la mesure où moi j'ai l'impression que le consensus sur les effets du réchauffement climatique, il est quand même globalement assez partagé, je pense. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on s'est quand même bien fait travailler. Tu vois, moi je me rappelle déjà au primaire, on nous parlait de ça, quoi. On a eu bien le temps de le comprendre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le problème il est plus tant là, il est plutôt que les gens qui dirigent ce pays et les institutions n'ont pas du tout envie de changer quoi que ce soit, quoi. Non, mais après, moi je suis pas sûr qu'on ait envie. Je suis pas sûr que ce soit si facile que ça de renoncer pour nous aussi en tant que société, de renoncer au. Après, je trouve que ça dépend comment tu le présentes. Je veux dire, tu pourrais dire aux gens, est-ce qu'on va pas commencer par isoler vos logements pour que vous payiez moins cher, tu vois. Tu peux aussi faire plein de modifications qui, de fait, vont être favorables à plein de gens et vont pas se mettre sous la forme d'un renoncement. Et du coup, la question, c'est plutôt de savoir, est-ce que la problématique, c'est pas quand même d'avoir des gens qui dirigent ce pays et qui appliquent ce qu'on sait qu'il faudrait appliquer depuis déjà 20 ans, quoi. Je pense que là, on pourrait rentrer pendant très longtemps à discuter, mais je vais essayer de synthétiser un peu le sujet. Mais... Il va arbitrer. Je vais arbitrer peut-être pas, mais je vais essayer de donner un petit peu. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'introduction de cette vidéo, mais j'ai aussi une activité professionnelle en lien avec la transition. Et donc, de fait, ça me donne aussi un éclairage avec beaucoup des acteurs économiques et des collectivités quand ils veulent agir. Ce que je veux dire par là, c'est que le changement climatique plutôt bien ancré, je dirais plutôt oui. Ok, plutôt oui. On a encore quelques climato-scepticismes. Alors, moi, j'appelle ça plutôt du climato-négationnisme. On n'est pas sceptique, on le nie. Et on en a encore dans nos institutions locales. Ok, il y en a encore certaines figures représentatives qui vont mettre en doute ces éléments-là. Mais c'est pas si grave. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait ces consensus, ça va. Par contre, après, c'est comprendre les conséquences qui sont sous-jacentes, les renoncements par rapport à certaines de nos activités. Ça, c'est très, très dur. Et les liens qu'on peut avoir entre eux. Alors là, quand on veut essayer de tirer des liens, c'est extrêmement difficile. Ça, des liens entre les différents entre nos activités, ouais. entre nos activités économiques ou nos choix qu'on opère sur le territoire et les enjeux climatiques ou même les enjeux sociaux. J'en veux pour preuve un élément, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des dépenses d'investissement sur notre territoire qui sont consacrées malheureusement au maintien du statu quo, c'est-à-dire maintien d'un système à énergie fossile, consommation, etc. Okay, et dans le même temps, on dépense des sommes d'argent à essayer de remédier au problème. Et aujourd'hui, il se trouve que les dépenses que nous consacrons à maintenir le système tel qu'il est sont plus conséquentes que celles qui essayent de faire évoluer le système. Et ça, c'est vraiment un point qui a lieu à toutes les strates, mais encore plus à l'échelle locale. Alors, je le vois, hein, on est aussi pétri de plein de contradictions. Hein. Ouais. Alors, à la télévision, on a des récits sur l'énergie est notre avenir, économisons-la, essayer de rouler moins, etc. Éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Tout ça, c'est très joli. Et donc, vous avez une belle émission climat. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée sur YouTube, très probablement. C'est le cas. Et bien, il est très probable qu'il y ait une publicité avant. Et je tomberai peut-être dans une publicité qui vous dira de voyager aux Maldives. Ou alors qui vous dira d'acheter de la nourriture hyper transformée ou d'acheter un gros SUV thermique. Ah, oui. Donc en fait, si vous voulez, cette contradiction, elle est prégnante pour tout un chacun et elle est chez les élus aussi. Oui, les élus, ce sont des gens comme nous. Oui. D'un côté, il faut maintenir une activité économique qui parfois est contradictoire, et de l'autre, on a des objectifs. Voilà. Et pour bien se rendre compte de ça, l'aéroport de Limoges a fait au moment de la canicule une pub
où il explique que les trains tombent en panne, donc vous pouvez prendre l'avion. Bah oui, alors vous faites sûrement allusion au fait que j'ai pris position publiquement sur ce sujet-là. Alors, Ah non, Non, Ok, bon, je ça, ne savais ok. pas. ça marche. Donc oui, effectivement, ce sujet-là est apparu. Alors, je me suis exprimé à titre personnel et pas au nom de Transition Limousine, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas débattu, mais ça illustre particulièrement aujourd'hui la méconnaissance des interactions. Et on se dit, c'est pas l'avion de Limoges qui va contribuer au changement climatique. Oui, c'est vrai, mais ça véhicule un récit collectif, ça véhicule une image. Tout ça dans une autre idée que de se dire, en fait, on est très enclavé, on a besoin d'attractivité, on a besoin de se développer économiquement. Et ça, cette attractivité vient nuire à un autre concept qui est l'habitabilité de notre territoire. Et ça, c'est un renoncement qu'on n'est pas prêt à faire aujourd'hui. Alors que pourtant, si on ouvre d'autres portes, et c'est là où je voulais en venir, c'est il faut faire un pas de côté tellement important sur des nouveaux modèles économiques, sur des nouvelles manières d'organisation de la société qui demandent des efforts de pensée tels, qui des fois sont très difficiles en termes de portée, et souvent à l'échelle globale avec beaucoup de coopérateurs, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui coopèrent, qui fait que ça dépasse vraiment nos enjeux individuels. Et c'est difficile de dépasser ces enjeux individuels. Une entreprise dit non mais moi j'ai besoin de me développer, et moi je l'entends parfaitement, hein. Je suis entrepreneur et je comprends tout à fait ces enjeux-là. De toute façon, c'est la logique d'une entreprise, alors, se développer économiquement. C'est une question à avoir. Mais C'est une question vraiment à avoir. C'est d'où la question du modèle économique dans lequel on se situe. C'est la question à avoir. Aujourd'hui, malheureusement, les entreprises sont en tension financière. Je prends vraiment le cas du privé, quoi. Les entreprises sont en tension financière et comme il n'y a pas de salut et de sursaut collectif en disant attends, est-ce qu'on peut faire autrement, on se retrouve à tout le temps continuer dans cette même dynamique, d'accord, à aller toujours plus loin, et donc on va financer plein d'actions qui sont complètement défavorables. Et donc on dépense de l'argent sur des investissements. Alors on parle de l'aéroport de Limoges parce que c'est en ce moment, mais je vous assure qu'il y a plein d'autres exemples dans lesquels on dépense de l'argent, on consacre des dépenses d'investissement à maintenir le statu quo de ces acteurs. Je pense à valoriser l'export à outrance, etc. Mais en fait, si vous réfléchissez un peu à tout ça, au niveau global, on est en récession de flux de matière et donc on est en récession économique de manière générale. Donc si on continue à tirer ça, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas le Limousin qui va gagner dans l'affaire. Donc essayons de trouver un truc à 90 degrés et réfléchissons comment on peut transformer les systèmes de manière complètement différente. Nous, c'est ce à quoi on essaye de s'atteler à Transition Limousine. On essaie de voir quelle transition économique on peut faire, et donc on va écrire un grand plan de transformation de l'économie du Limousin pour se dire comment on réoriente des filières, comment on en crée d'autres, comment on relocalise de la production et de la consommation. J'insiste vraiment là-dessus, c'est un angle mort des politiques publiques de relocaliser de la consommation. Et évidemment, ça impose nécessairement de consommer moins. Est-ce que c'est pas un peu le communisme finalement? Pour le dire vraiment de manière très Alors crue. non. Une sorte de truc où on planifie, où on organise collectivement les choses, tu vois, où c'est plus des acteurs privés qui décident pour tout le monde. Je pense que là, on pourrait rentrer dans des définitions beaucoup plus fortes, mais tout à l'heure, on a parlé du capitalisme, et je pense qu'il faut aussi reparler du productivisme, qui n'est pas du tout la même chose. Et du coup, le communisme peut être profondément productiviste et ne solutionnera absolument pas le problème. Et alors là, c'est peut-être c'est pas Transition Limousine qui parle, c'est moi. J'ai pas un attachement immodéré à la propriété privée, mais je dirais pour autant, ça n'empêche pas qu'il y a plein de choses qui peuvent rester dans le marché et qui ne poseront pas forcément de problème. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de sujets qui, semble-t-il, sont tellement en tension et tellement en difficulté qu'il va être important de réfléchir comment on l'arbitre collectivement. Je vous donne un seul exemple, la forêt. Il y en a d'autres, hein. Ça pourrait être l'eau, mais je prends la forêt parce que c'est assez emblématique. On dit souvent qu'on a usus fructus abusus, hein, l'usufruit de l'espace de cette forêt, les fructus, les fruits qu'on en retire, et l'abusus, le fait de le couper. Okay. Aujourd'hui, on décide très souvent, on décide jamais, on dit tiens, cette propriété, elle est à moi, mais ce bien qui est un terrain qui a des arbres, c'est un producteur d'eau potable, parce que l'eau tombe à cet endroit, elle s'infiltre, elle est stockée, elle va aller elle va aller ensuite, elle va ruisseler, elle va sûrement être stockée par quelqu'un. Donc, en fonction de comment était conduit le terrain, alors, il apporte de la fraîcheur, il apporte de la biodiversité. Alors certains vont dire, faut rémunérer cette personne-là pour ça. Oui, ou alors on peut aussi considérer qu'il a un devoir à la collectivité, parce qu'il détient ce bien. C'est un bien qui a un grand pouvoir, implique grande responsabilité. Je sais plus ce qu'il c'est Spider-Man. Voilà. Mais on peut se dire, c'est un bien qui a une valeur telle qu'elle dépasse les frontières de la parcelle, et donc on impose collectivement une gestion
très différente et de se dire, bah non, en fait, cet arbre-là, tu n'as pas le droit de l'abattre, tu ne peux pas planter telles essences parce que ça impacte vraiment la société. Et aujourd'hui, on arrive dans ce avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on arrive dans cette tension où allez, c'est valable pour des terrains, c'est valable pour des fourrages, c'est valable pour des haies, c'est valable pour des bâtiments, c'est valable pour tout. On arrive dans des tensions où d'un seul coup, tout ce qui a été privatisé ou à titre individuel va avoir un impact sur le collectif et c'est ce qui crée les tensions sociales aujourd'hui. Oui, oui. Du coup, à un moment, ça permet, ce moment de tension-là, il permet aussi l'émergence d'une idée un peu plus politique, qui est le renoncement à l'enrichissement personnel, quoi. On peut pas continuer comme ça à avoir l'idée de s'enrichir personnellement au détriment de tout le reste, quoi. Bah, ce qu'on sait tout du moins là-dessus, c'est que on sait que l'impact sur le système Terre est directement proportionnel à la richesse. Et oui, oui. Ça, c'est sûr. Et il ne faut pas oublier, nous, on a tendance à voir la richesse, voilà, les très riches en France, etc. Mais nous faisons partie des personnes riches, Oui, oui, oui. d'accord ? Tous les Français. Et nous avons... Ensuite, il y a différentes classes, voilà, mais nous avons différents acteurs. Et souvent, on se sent toujours, on se dit, non, mais c'est pas moi le riche. On se dit souvent, c'est pas moi le riche. Mais qu'on soit bien clair, aujourd'hui, la plupart des individus qui vivent en France, c'est difficile à entendre, hein, parce que on est en train d'adresser des personnes qui sont des fois en très grande précarité. Mais à l'échelle mondiale, ce sont des personnes qui sont privilégiées. Oui, en fait, okay. la misère, on la voit plus quand elle est juste à côté de chez nous que quand elle est de l'autre côté de la planète, quoi. Exactement, tout à fait. Et maintenant, je ne me rappelle plus tout à fait le deuxième espace de la question. Qui était voilà, l'enrichissement personnel, en fait. Cette légende aussi de... Tout le monde peut s'enrichir. En fait, si tu veux, tu peux, quoi, enrichis-toi. Alors, je peux donner un indicateur qui est assez intéressant, c'est qu'on voit émerger, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les médias, on voit émerger dans l'économie énormément d'initiatives qui sont en train de changer la donne. Je vous donne un exemple. L'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, en pourcentage du PIB, ça pèse plus que l'industrie. Vous prenez toutes les entreprises de l'ESS, d'accord ? Ça pèse plus que toutes les entreprises dédiées à l'industrie. Et c'est un secteur qui est vraiment en croissance. Oui, mais qui maintient le pouvoir d'achat. Alors, pas forcément, parce que l'ESS, c'est avec une lucrativité limitée. D'accord ? C'est un concept où on a de la lucrativité. Alors, des fois, la lucrativité, on dit souvent, alors, on pourrait rentrer dans les exemples, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est rentable, okay, mais dont la lucrativité est limitée. Okay. Et donc ça, c'est un élément assez intéressant, c'est de se dire qu'il y a déjà des nouveaux modèles, des nouvelles manières d'apprécier le monde et de se dire « Ah ouais, en fait, je me rends compte que mon activité économique, quand la lucrativité n'est pas encadrée, elle occasionne énormément de pression sur les écosystèmes et elle dégrade ce qu'on appelle les externalités négatives, hein, c'est-à-dire les impacts négatifs. Elle dégrade les écosystèmes, elle dégrade les qualités sociales, etc. Et là, on se dit « Bah tiens, il y a peut-être une alternative. Si je limite la lucrativité, j'ai tout intérêt à repenser ça. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça limite déjà la pression. Et après, on peut rajouter d'autres aspects sur les modèles économiques qui vont venir changer la donne. Oui, ça transitionne. On fait une transition, effectivement. Donc voilà un exemple assez intéressant. On voit aussi énormément de collectifs qui se montent, énormément d'associations qui réfléchissent, des acteurs, des médias indépendants. L'explosion des médias indépendants dédiés au sujet de transition est incroyable. C'est vraiment une explosion importante. On voit aussi des conventions d'entreprise ou des acteurs d'entreprise qui sont en train de se structurer, des nouveaux syndicats de salariés. On voit énormément d'acteurs. Alors, ce n'est pas forcément visible, très visible médiatiquement, mais on sent qu'il y a vraiment des élans très forts sur des mécanismes de transition parce qu'on sent qu'on est au bout du système. Voilà. Oui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'arriver et c'est peut-être une des portes en fait, assez intéressantes à activer pour essayer de transitionner. Créer un autre monde, effectivement. On peut aborder une question assez simple. Est-ce que le plan climat de la métropole est à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, ou même le programme de Guillaume Guérin, qui est nouveau maire de Limoges ? Ah, bonne question. Je confesse avoir étudié uniquement la promesse de campagne. Ouais. Et nous ne l'avons pas étudié au sein de Transition Limousine. C'est-à-dire que Transition Limousine n'a pas réalisé de diagnostic des programmes, etc. Donc on n'a pas analysé ça. Voilà. Est-ce qu'on vous a sollicité pour contribuer à l'écriture Oui, okay. On a été sollicité par plusieurs partis politiques de toute obédience, voilà, sur ces sujets-là. Et vous avez été entendu comment s'est passée la collaboration ? Souvent, c'était soit de l'entretien, c'est-à-dire comme c'est en train de se dérouler là, l'entretien, soit c'était des documents, soit on sait qu'il y a des gens qui sont allés consulter de nos documents. Voilà, ça peut être de l'informel. Des fois, c'était les candidats en direct, des fois, c'était des acteurs. Donc oui, on a été sollicité là-dessus. Mais comme
on est sollicité par d'autres, enfin comme ils sollicitent d'autres associations en fait, hein, pas plus. Oui, vous êtes voilà. d'expertise quoi. Voilà. Après, je dirais que la force de Transition Limousine, c'est qu'on publie tout en ligne et tout est accessible et voilà, et documenté, donc les personnes peuvent s'en saisir. Aujourd'hui, Transition Limousine ne donne pas beaucoup de, on a quelques éléments, mais on donne beaucoup des diagnostics, mais on donne pas de préconisations particulières. Ouais. On commence à y aller sur les sujets que vous pouvez tenir entre les mains et on va l'avoir sur les sujets agriculture et alimentation. Voilà. Donc aujourd'hui, pas d'études diagnostiques. Après, effectivement, à titre personnel, moi j'ai réalisé une analyse des différents candidats aux élections municipales et on les a évalués. Enfin, je les ai évalués, pardon, je devrais plutôt dire comme ça, plutôt avec ma casquette, on va dire, de consultant, si je puis dire. Ouais. Et effectivement, on voit qu'il y a une prise en compte, notamment, alors de mémoire, hein, j'ai plus tous les éléments en tête, c'est pas forcément facile de répondre là maintenant, mais on voit qu'il y a une prise en compte de certains éléments, notamment à destination des seniors, et un gros focus sur l'eau, ce qui est très intéressant. Mais encore une fois, là, ce qui manque, et c'est pas endémique à aujourd'hui la ville de Limoges. Voilà. Vous pouvez regarder à Brive, vous pouvez regarder à Guéret, vous pouvez regarder le département, ouais. La région, c'est peut-être un peu moins vrai d'ailleurs, mais bon, vous pouvez regarder tous, c'est le côté très siloté, quoi. Là, on a un focus très fort sur l'eau et on va omettre les sujets et on omet un peu la dimension systémique. Ils sont sectoriels. Après-demain, ce sera les feux de forêt. Oui, et puis c'est peut-être ça, mais c'est aussi avoir une dimension d'ensemble, c'est-à-dire quand on veut préserver la ressource en eau sur notre territoire, ça questionne les notions d'urbanisme, d'artificialisation, d'imperméabilisation, de gestion forestière. Donc ça veut dire avoir un vrai plan d'ensemble qui soit structuré et cohérent. Donc ça, c'est souvent le problème qu'on a, c'est le manque de cohérence dans les politiques publiques. Ça me permet de peut-être faire un focus. Pourquoi transition Limousine et pas transition Nouvelle-Aquitaine ? C'est peut-être une bonne question. Nous avons pensé que lorsqu'on a réfléchi à Transition Limousine, c'est qu'on pense qu'il y a des unités territoriales qui sont cohérentes. Donc cohérentes d'un point de vue climatique, d'un point de vue pédologique, c'est-à-dire le sol, cohérentes d'un point de vue identité, hein, les coutumes, les cultures, ce que ça raconte, cohérentes aussi d'un point de vue production économique. Et on s'est dit, forcément, nos enjeux, c'est pas du tout les mêmes que dans le 64, ni même ne serait-ce qu'en Charente. Voyez. Et donc ça permet de se dire, on va essayer de trouver une unité territoriale qui va bien, qui a les mêmes contraintes, dans lesquelles si on applique une recette ou un élément, ça s'applique à peu près à tout le monde. Ouais. Voilà. Donc voilà. Maintenant, si on discute des politiques publiques locales, nous, l'association n'existerait pas si tout était parfait. Qu'on soit bien clair. Notre objectif, elle a vraiment vocation d'être une force de proposition, d'être un espace de dialogue et d'échange. Et chez nous, on a vraiment plusieurs obédiences, je dis obédience, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais plusieurs sensibilités politiques qui sont là et qui vont discuter. Et nous, c'est vraiment ce qu'on aime. On adresse les sujets aussi sans tabou. Donc oui, on pose les questions de l'élevage sur notre territoire. On pose les questions de l'aérien sur notre territoire. Et on n'est pas d'accord au sein de l'association. Et c'est pas grave, on pense que c'est important qu'il y ait ces débats qui soient faits. C'est fertile, c'est important. Oui, on discute de la place de la voiture et tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, vous voyez, c'est des sujets dans ce genre-là. Et il faut ces espaces de discussion, et il faut ces espaces de contradiction pour qu'on puisse collectivement réfléchir à ce à quoi on est prêt à renoncer. Et si vraiment on arrive à faire ça, c'est hyper important. Si vous écoutez un décideur économique, un chef d'entreprise ou une collectivité, il sera prêt à faire quelque chose où la société est prête à entériner le truc. Si vous dites, en fait, la plupart des gens sont prêts à faire ça, si, il fera l'action. Et une fois que c'est porté, il fera l'action. Sinon, c'est un risque électoral qui est trop important. Un décideur économique, c'est pareil. Tu es prêt à changer ce modèle ? Oui, si, j'ai des clients, tout simplement. Oui, ça le fait. Voilà, et ça ne gênera pas. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut adresser frontalement. Malheureusement, on rentre trop dans des clivages et dans une absence totale de nuances. Ce qui fait qu'on est tout le temps très clivé sur les sujets en disant oui, il faut arrêter l'élevage totalement, la consommation de viande c'est pas bien, voilà. Et puis d'un autre côté, non, il faut maintenir à tout prix l'élevage parce que c'est bon, ça stocke du carbone. En fait, la réalité elle est complètement différente. L'élevage, le territoire de Limousin sera toujours un territoire d'élevage. Désolé, mais pour certains, voilà. Et désolé pour les autres, les prairies en Limousin ne stockent pas du carbone. Donc en fait, c'est pas aussi simple. Ça demande vraiment de la nuance et donc ça demande du temps et du dialogue. Mais une fois qu'on réunit tout ça, on se rend compte qu'il y a des voies possibles. Et donc, oui, le territoire limousin restera un territoire d'élevage, mais si on le veut, il faudra remettre certains éléments, diversifier les cultures, remettre des haies. Et changer le modèle agricole. Voilà. Et c'est pareil pour les transports, c'est pareil pour l'aérien, c'est pareil pour les logements ou même la voiture. Ça va être la même chose. Oui, peut-être, probablement, c'est une idée, mais peut-être que si le monde du travail changeait dans un premier temps, après, sur les autres aspects, ça changera peut-être plus. Si on avait des doctrines différentes qui régissaient le monde du travail
etc., on aurait des transitions qui seraient probablement plus aisées à faire, que ce soit sur l'agricole, sur le transport, sur le scolaire. Je partage, mais je nuance. Bah oui, Alors pourquoi t'es dans ton rôle. Non, je partage, c'est que là, on attend quelque chose qui est quelque chose du régalien, quoi. L'État, il faut que ce soit décidé par les partenaires sociaux, etc. Voilà, Oui. Là, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle locale. Et donc, je vais peut-être, pour vous donner quelques pistes de sortie, et je disais qu'il faut vraiment faire un pas de côté qui est massif. Et je vais vous donner un exemple, je peux en donner 10, mais je vais vous donner quelques exemples. Un exemple, vous avez la métropole de Rennes qui a dit « l'eau, c'est hyper important ». Et donc, on va créer un label qui s'appelle Terre de Source, et on va préserver la qualité de l'eau. En faisant quoi ? En payant des services écosystémiques à des paiements pour services environnementaux à des agriculteurs. Okay. Tu es en bio, je te maintiens et je te maintiens ton activité. Tu n'es pas en bio, tu changes tes pratiques. Pourquoi ? Parce que les phytos que tu mets, je les retrouve dans mon eau, c'est moi qui dois les traiter. Et donc ils payent des agriculteurs pour qu'ils puissent passer en bio. Voilà. Un peu comme. Et ils payent aussi les bio pour maintenir leur activité en bio. Okay. Donc on les maintient. Ensuite, je récupère les fruits et les légumes. Ces fruits et légumes, ils servent à alimenter mes cantines, etc. Je peux faire de la transformation et c'est une production locale et une consommation locale. Et donc la collectivité aujourd'hui, le rôle que doit avoir une collectivité, c'est quoi ? C'est sécuriser les débouchés, c'est-à-dire mettre la pièce pour amorcer la transition, sécuriser les débouchés d'un point de vue client. Donc c'est eux les plus gros clients. Donc l'isolation des bâtiments, c'est-à-dire nous on veut du biosourcé et on voudrait une filière de paille ou une filière bois parce qu'on a plein de forêts, il n'y a pas de fabrication de laine de bois sur le territoire limousin. On veut bien la structurer, la filière, et on sera les premiers à mettre ça dans nos cahiers, dans nos trucs. Ok, ça valide. Ça, c'est eux qui doivent faire ça. Et ensuite, ils doivent aussi faire un pas de côté qui est considérable, et je dis bien considérable, parce que moi, par mes échanges, je vois que c'est très difficile, c'est changer de paradigme économique. Ouais. C'est aller sur des économies de la fonctionnalité de la coopération. C'est par exemple dire, pourquoi aujourd'hui, on n'a pas les grandes métropoles ou les départements qui organisent un leasing social à destination peut-être dans un premier temps du parc privé, entreprise, et peut-être... leasing social, ça veut dire, c'est quoi ? Leasing social des voitures, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être pas été assez précis. Ouais. Leasing social sur les véhicules, pourquoi c'est géré par l'État ? Pourquoi on ne prend pas notre bâton de pèlerin et on ne va pas avoir les concessionnaires automobiles, des transporteurs, des entreprises qui ont besoin de véhicules et dire, nous, on va essayer d'amorcer la pompe sur ce sujet-là, d'avancer physiquement la pompe, peut-être les électrons dans un premier temps. Et on va dire, on va décarboner notre territoire et on a de la production électrique avec des panneaux solaires. Ces panneaux solaires peuvent alimenter directement nos véhicules électriques et on pourrait créer une grande société coopérative d'intérêt collectif où on regroupe plusieurs acteurs, comme ça se fait, et où on crée une transformation sociétale. Et on peut imaginer ça aussi pour la production et la consommation. Créons un label, par exemple, Made in Limousin, où on dit tous les acteurs qui sont Made in Limousin et qui sont dans des instances de réparabilité, d'économie circulaire, ils sont par exemple détaxés d'une partie des redevances locales. En contrepartie de quoi ça fait diminuer les dépenses des collectivités sur les déchetteries. Vous voyez, on peut trouver des mécanismes comme ça, mais c'est sûr que ça demande de la coopération, du temps long et malheureusement aussi beaucoup d'ingénierie. Oui, Comment ? Les moyens, ils y sont. En fait, ça c'est aussi un impensé qu'il faut très vite balayer. Et on l'a documenté, là je l'ai dit très vite. Vous savez, les collectivités, elles ont 4 leviers d'action. 4 leviers. Elles ont l'autofinancement, les subventions, l'État, l'Europe, etc. Ensuite, elles ont l'endettement, et elles ont la redirection des investissements. Ouais. Aujourd'hui, les subventions et l'autofinancement, ça va. Par contre, la redirection des investissements, c'est clairement sous-utilisé. Exemple que je vous ai donné ici. On a aujourd'hui des investissements sur notre territoire. On a plus de 200 millions d'euros aujourd'hui et on n'a pas tout chiffré. Plus de 200 millions d'euros aujourd'hui qui ne sont pas fléchés vers des enjeux de transition et qui vont maintenir le statu quo. Ouais. Donc là, c'est pas rien, 200 millions d'euros. Et en même temps, on a l'endettement. Alors, il faut regarder point par point, mais on peut monter jusqu'à 12% d'endettement et aujourd'hui, les collectivités chez nous sont entre 4 et 6%. Donc on a encore un peu de marge de manœuvre pour monter un peu l'endettement. Et d'ailleurs, si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, s'il y a bien un seul endroit où la Cour des comptes dit « endettez-vous », tous les autres, ils disent « serrez les boulons, serrez les vis partout », mais s'il y a bien un seul endroit où ils disent « allez-y, faites les dépenses », c'est les enjeux de transition. Et il y a une raison à ça. C'est que les dépenses aujourd'hui consacrées à l'endettement, c'est des dépenses évitées futures. Et donc, c'est les capacités de remboursement qui sont assurées. Donc, c'est de l'investissement économique rentable. Exactement. Effectivement, c'est de la rentabilité différée parce que toutes les dépenses qui ne seront pas faites aujourd'hui vont occasionner des dépenses structurelles plus fortes qui vont asphyxier les collectivités. Et ça, ce n'est pas encore bien compris. Mais c'est des vrais leviers qui existent aujourd'hui et qui sont à mobiliser. Donc voilà, si je peux donner un petit peu les sujets, c'est les changements de paradigme économique, les capacités à créer de la coopération entre plusieurs acteurs. Je n'ai pas donné, mais j'aurais pu donner l'exemple du tourisme aussi, rediriger la taxe de séjour sur
sur des actions agricoles, forestières, etc. Voilà, moi, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment des changements de paradigme très forts. Et la mobilisation de l'argent public, et j'insiste là-dessus, aujourd'hui on est en train de le documenter et j'espère qu'on pourra sortir ça avant l'année prochaine, mais on est en train de montrer que contrairement à une idée reçue, il y a les ressources financières pour le faire. Par contre, effectivement, il faut faire des renoncements sur certains sujets. Oui. Donc évidemment, on a envie de faire, on veut tout faire ce qu'on fait aujourd'hui, plus de la transition. Non, il y a un sujet, c'est de se dire on ne fera pas tout. Et donc il faut être capable de faire un choix. Et ce choix, c'est de se dire il y a une partie de ce qu'on fait aujourd'hui qu'il faut mettre de côté et le rediriger. Ça, c'est le plus dur à faire. C'est ce renoncement-là qui est très très dur à faire. C'est valable pour les collectivités, c'est valable pour les entreprises. Et c'est valable pour nous. Ouais, sur justement toutes ces idées de leasing social, etc., remplacer un parc thermique par un parc électrique et tout, moi j'avoue être plutôt sceptique ou du moins critique par rapport à ça parce que j'ai surtout l'impression que c'est une des dernières trouvailles de l'industrie automobile pour maintenir une production automobile. Là, ça veut dire qu'on rentre dans des débats sur la mobilité au sens large et en particulier la mobilité électrique et en particulier la voiture électrique. Moi, ce que je peux vous dire rapidement, et j'inviterai les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs, à peut-être aller chercher, je pourrais vous donner des ressources là-dessus. Il y a une idée reçue dans la société française et qui a été bien travaillée par plusieurs lobbies qui fait de croire que la voiture électrique, c'est pas une si bonne idée, qu'on ne la trouve pas écologique. Bon, je vais être très clair et je vais peut-être être un peu péremptoire, c'est faux. Voilà, il y a eu beaucoup de désinformations sur le sujet. Aujourd'hui, un véhicule électrique, il améliore le bilan carbone, mais il améliore aussi l'extractivisme et il a un impact sur la biodiversité qui est moindre. C'est parfaitement démontré. Si vous pensez, je ne vais pas dire croyez, si vous faites confiance au rapport du GIEC concernant le changement climatique, alors, par intégrité scientifique, vous devez de croire et de penser et d'accepter que ces États-là, même si ça ne vous va pas et que vous avez vu des images horribles au Congo, etc., vous devez aussi, par intégrité scientifique, de regarder factuellement les sujets en se disant qu'aujourd'hui, la pression sur la biodiversité, ce n'est pas la voiture électrique qui va l'aggraver, ce n'est pas la ressource en eau, etc., etc. Il y a des impacts qui sont ailleurs, c'est vrai. Voilà. Après, la question qui va se poser très clairement sur notre territoire, il faut bien se dire une chose, on ne passera pas, le Limousin c'est une certitude, on ne passera pas, si on veut faire la transition, par un basculement du parc en Limousin. Parce qu'il y a un tel besoin de mobilité avec la voiture individuelle sur notre territoire, que s'il y a bien un territoire, alors je dis pas, il n'y a pas que lui, mais un territoire en France sur lequel il y aura un sujet sur la mobilité électrique, c'est notre territoire Limousin. Il va falloir, en gros, je suis en train de, si je caricature un petit peu, ce que met en place le gouvernement, il faudrait peut-être le multiplier par 3 ou 4 à l'échelle du territoire limousin pour occasionner des vraies bascules. Par contre, on peut le faire, justement, si on le fait à l'échelle locale, on peut le faire de manière intelligente. On peut le faire avec les concessionnaires locaux, on peut le faire avec des véhicules plus légers, on peut utiliser beaucoup de véhicules intermédiaires. On peut faire le train-train aussi. Et surtout, on peut faire le train-train, évidemment. On peut faire le train-train. On peut trouver des mobilités conjuguées avec le BHNS, transport en commun, etc. On peut trouver un plan de mobilité. Alors, on va travailler dessus à Transition Limousine, bien évidemment. Et puis, vous avez les éléments sur notre guide qui est ici. Mais vous avez ces éléments-là qui sont hyper importants à comprendre. Mais je pense qu'il faut être capable aussi, et on a un même sujet sur l'énergie, sur les panneaux solaires, etc. Enfin, plein de discussions et sur les éoliennes, on pourra en discuter. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il faudra être capable d'avoir de la nuance là-dessus et de se dire qu'en Limousin, il va falloir électrifier une grande partie du parc automobile, comme il va falloir électrifier une grande partie des logements, parce qu'on a beaucoup de chaudières au fioul et chaudières à gaz, donc il va falloir le faire aussi. Donc c'est des vraies actions. Ça ne fera pas tout, mais il va falloir le faire. Mais ça impulse il va falloir le faire. Après, évidemment, je peux comprendre qu'il y a des dynamiques, on se dit peut-être qu'on aura tendance à vouloir en vendre plus que nécessaire. Voilà. C'est là où peut-être qu'il y a un intérêt à se dire qu'au lieu de le laisser gérer à un moment donné, on pourrait imaginer ce que j'ai dit tout à l'heure, un outil qui est souvent utilisé, les sociétés d'économie mixte, sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est là où ça peut être intéressant parce qu'on a plusieurs acteurs qui peuvent décider, non, attendez, on va peut-être pas encourager la location de SUV de 2 tonnes, on choisit des véhicules, on peut choisir les caractéristiques écologiques d'ailleurs, français, fabriqués, machin, etc. Et on dit, ça, ok, on va proposer ça au Limousin et on va décarboner notre Limousin avec ça, on va faire un leasing social, on fait une dépense d'investissement parce qu'on doit mettre une première fois une somme d'argent. Je rappelle que faire un leasing social, c'est pas une dépense nette. C'est un investissement parce que ça veut dire qu'on espère quand même que les gens remboursent. Voilà. Donc on fait un leasing et au lieu de le faire sur 3 ou 4 ans, on peut le faire sur 8 ans.
et ça fait durer les véhicules. Vous voyez, on peut trouver des logiques hyper vertueuses en fait. Et puis on dit, bah non, bah, le véhicule, tu l'as sur 8 ans, 10 ans. Là, on fait durer les vies plus longtemps. On peut imaginer ça. Et on peut imaginer ça aussi directement avec des acteurs économiques qui viennent dedans, qui savent faire ça, c'est-à-dire qui vendent des véhicules. On peut faire ça avec les pompes à chaleur, on peut faire ça avec les granulés. Vous voyez, on peut trouver ces éléments-là. Donc, je pense qu'il faut être assez vigilant sur les solutions techniques, mais il ne faut pas les rejeter en bloc. Oui, d'accord ? Il faut quand même être très prudent. Et trouver surtout les interactions avec d'autres choses, hein, on l'a dit tout à l'heure, pas raisonner en silo, et très justement, vous l'avez dit, quid de comment je trouve l'interface entre la mobilité électrique individuelle et le tram-train, et le vélo. Voilà. Et on peut faire un leasing social, je ne suis pas fermé à ce qu'on ait un leasing social aussi avec des véhicules au sens large. Oui. Pour acheter des vélos. Des camionnettes. Utilitaires pour transformer les gens qui se déplacent, les livreurs, etc., les maçons, les espaces verts, etc., les vélos pour les gens qui se déplacent, des petits véhicules, alors je donne l'exemple Twizy parce que ça parle à tout le monde, mais il y a pléthore de véhicules intermédiaires, les triporteurs, des vélos cargo qui peuvent parfaitement répondre à ces enjeux-là, même certains qui sont carénés et protégés et qui répondraient à ces enjeux de mobilité, et ça pourrait être mis en leasing social aussi. Pas de problème, on peut même aller plus loin que ce que fait l'État, et possiblement même moins onéreux que ce que fait l'État, puisque on prendrait des véhicules de plus petite taille, etc. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a vraiment des vrais leviers très puissants hein, pour réaliser ces transitions. Et je pense, voilà, les sujets sur le logement, je pourrais aussi vous discuter de ça. On peut aussi imaginer des changements sur le logement. Oui, donc il y a des choses à faire, quoi. Le monde n'est pas voué à se prendre le mur violemment, quoi. Alors ça va être difficile. Ça qu'on soit clair, il va faire chaud, il y aura des tensions, il va falloir s'adapter, mais il y a un enjeu de s'atténuer. Et effectivement, ce qui est très important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à date, toutes les solutions techniques pour réaliser ces transformations, elles existent. La seule chose qui manque, c'est là-dedans. Bon, en tout cas, merci hein, d'être venu sur la chaîne pour cet entretien. C'était très intéressant de te poser des questions sur des points précis et aussi de parler un peu idéologie, de confronter des approches, quoi. Donc voilà, et puis je pense que... Eh ben ouais, on peut se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet, on ne sait pas encore lequel. Merci à vous. Si je peux adresser un dernier message, Vas-y. Je le dirai à toutes et tous, sachez que dans nos sociétés modernes, enfin même de manière générale, il n'y a jamais eu de transition sans des mouvements de collectif. Ce n'est jamais les politiques ou les entreprises qui ont occasionné des changements sociétaux. C'est tout le temps des collectifs, des associations qui se sont mobilisées pour occasionner des changements de paradigmes sociétaux et occasionner des transitions. Donc si vous êtes convaincu et vous pensez que c'est important et que vous voulez dépasser les actions individuelles de trier vos déchets et je dirais d'aller faire pipi sous la douche et d'arrêter de manger de la viande, rejoignez des collectifs, cotisez, hein, c'est souvent très faible, c'est quelques euros par an. Rejoignez ces collectifs parce que ça crée de la voix, ça crée de l'ampleur. Et même si vous n'êtes pas aligné avec 100% de ce que porte l'association, si vous pensez que ça va dans la bonne direction, c'est un effort qui est énorme. Et ensuite, si vous pouvez assister à leur prise de décision, à ce qu'ils portent comme sujet ou le relayer sur les réseaux, vous créez un impact et ça, d'un seul coup, vous rentrez dans un collectif et vous transformez votre action individuelle en une action collective. Et ça, c'est déterminant pour réaliser des bascules sociétales. Donc vraiment, s'il y a un appel à vous faire, c'est de vous dire que demain, rejoignez des collectifs selon votre sensibilité, protégez la nature, les espèces, les plantes, la transition, la mobilité, la santé. Rejoignez-les, intéressez-vous aux associations sur le territoire parce qu'il y en a pléthore et c'est elles qui changeront le Limousin. Et créons des avenirs. Merci beaucoup. Merci.